C'est pas le sujet le plus facile en fonction du débat que vous avez vu. Je vous remercie de me l'avoir proposé et je vous souhaite une bonne journée avant de commencer. Mes liens d'intérêt, ils concernent essentiellement les 5 molécules qui sont les plus avancées en termes de développement, anticoagulants oraux directs, que j'ai appelé NACO, puisque vous m'avez donné ce titre-là comme thème. Alors, à qui prescrire des NACO aux urgences? Soit parce que vous allez être le premier prescripteur de cette molécule pour le patient considéré, et on va rester dans les indications qui ont commencé à être détaillées, la prévention des phlébites embolies pulmonaires, le traitement de cette pathologie et la prévention des AVC sur fibrillation atriale. Vous ne voyez pas le syndrome coronarien aigu parce qu'on est en prévention secondaire et ce n'est pas vous qui allez initier, en tous les cas aux urgences, ce type de traitement. Et puis, on a commencé aussi à l'évoquer, vous allez être des prescripteurs de NACO chez des patients, enfin, en tous les cas, vous allez prolonger des prescriptions qui étaient déjà initiées par un collègue qui avait vu le patient avant vous. Et donc, on va essayer de voir ces deux situations-là. Alors, pour ce qui concerne la prophylaxie de la maladie veineuse thromboembolique aux urgences, ça représente essentiellement la traumatologie des membres inférieurs. Et aujourd'hui, si on s'intéresse à un aspect réglementaire de la chose, il n'y a pas d'AMM, donc a priori, pas d'indication. Sur le plan scientifique, s'il n'y a pas d'AMM, c'est qu'il n'y a pas d'argument scientifique pour aller dans cette indication et il n'y a pas eu du tout d'études faites dans ce domaine-là à ce jour. Alors la tentation est grande parce que c'est des produits oraux, sans surveillance biologique, on l'a déjà évoqué, et qu'on a déjà des AMM dans la prophylaxie, après prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, et pourquoi pas la donner dans une fracture des membres inférieurs. Je vous ai donné les 3 molécules qui sont actuellement disponibles avec cette indication-là. En fait, pour passer de la PTH-PTG à la traumatologie des membres inférieurs, on n'a pas d'expérience clinique d'envergure comme on en dispose avec les héparines de bas poids moléculaire, donc rien pour étayer ça sur le plan clinique. Et puis vous allez voir que l'extrapolation de ce qu'on avait observé avec les héparines de bas poids moléculaire et faire exactement la même chose avec ces NACO est assez aléatoire. Je vais prendre comme exemple la prophylaxie des phlébites embolies pulmonaires en milieu médical. Quand on a fait ça avec les héparines de bas poids moléculaire, on avait une grosse hésitation entre 20 mg de Lovenox, 40 mg de Lovenox, parce qu'en prophylaxie médicale, le risque était peu élevé. Et donc, il y a une étude de dose qui a été faite par un Français, Michel Meyer-Samama, publiée en 1999, qui montre que 20 mg, c'est du placebo dans cette indication et que 40 mg de Lovenox, c'est une molécule efficace et qu'on a à peu près la même efficacité que dans la PTH-PTG. Et avec les NACO, quand on est allé faire des études en prophylaxie médicale, on s'est dit, bon, on va faire comme avec les HBPM, on va éviter de faire une étude de dose, on va utiliser ce qu'on savait de l'orthopédie, on va transposer ça directement au milieu médical, puisque le Lovenox, la posologie était identique médicale PTH-PTG. Donc 2 études ont été faites, Magellan pour le rivaroxaban, Adopt pour l'apixaban. Les 2 ont été comparés au Lovenox 40 mg, qui est la molécule référente dans ce truc-là, et les résultats sont plutôt discordants. En termes d'efficacité, ça semble marcher aussi bien, mais les NACO, alors qu'ils n'avaient pas ce signal-là, font plus saigner dans cette indication que le Lovenox. Et ces deux études sont négatives et ces molécules n'auront pas l'indication, en tous les cas avec ces posologies-là, dans cette indication. Donc vous voyez que si vous voulez utiliser les NACO dans la traumato des membres inférieurs en vous basant sur ce qu'on avait vu dans l'histoire avec le Lovenox, il y a un grand pas et vous ne savez pas si vous n'allez pas soumettre vos patients à un risque hémorragique trop important. Donc aujourd'hui, le gros conseil, c'est en tous les cas dans l'ambiance médiatique dans laquelle on règne et devant cette incertitude diagnostique, évitez de le faire. Les projets partent, les études vont commencer. On a un projet qui démarre et la France sera pilote de ce projet, mais il sera international, avec le rivaroxaban comparé au Lovenox dans cette indication traumato des membres inférieurs. Résultat dans 2 ans. Si on s'intéresse maintenant au traitement des phlébites embolies pulmonaires, je vais passer très très vite sur ce qu'on sait. Vous connaissez cette classification qui a été donnée pour la première fois dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardio, qui est une recommandation extrêmement pratique. On a mis les embolies pulmonaires en 3 classes. Des embolies pulmonaires graves avec répercussions hémodynamiques, des embolies pulmonaires de gravité intermédiaire où le patient a une bonne tension, mais il a un myocarde qui commence à souffrir. Soit il se dilate, il a un ventricule droit plus gros que le ventricule gauche, soit on a des signes de dilatation biologique et de souffrance myocardique avec des enzymes qui montent.
Et dans les anomalies pulmonaires de gravité intermédiaire, on va avoir des gravités intermédiaires hautes et des gravités intermédiaires modérées. Et haute, c'est l'enzyme est positif et le VD est dilaté. Intermédiaire faible, il n'y a qu'un seul des deux critères. Et puis enfin, les embolies pulmonaires non graves, la tension va bien, le ventricule droit va bien et les enzymes sont négatives. Et on va faire une sous-classe des patients qui sont à haut risque de récidiver, ces patients âgés, insuffisants cardio-respiratoires ou insuffisants rénaux, et ceux qui n'ont pas ces facteurs de risque. Et cette classification, elle nous permet une prise en charge des malades assez simple à expliquer à nos collègues aux urgences. Vous avez le VD, les enzymes qui sont augmentées ou la tension qui ne va pas bien, c'est on met ce patient en surveillance continue, que ce soit en réa ou pas. Si un seul des critères de gravité ou si le patient n'a pas de critères de gravité, il peut être mis dans une unité d'hospitalisation complète sans surveillance continue, voire même traité en ambulatoire quand le patient n'a aucun facteur de risque. Et puis surtout, avec cette classification, on avait les stratégies thérapeutiques qui vont derrière. Il faut thromboliser les patients qui ont la tension basse. Les patients qui ont une gravité intermédiaire élevée, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il faut faire. On a un résultat d'une étude PETO qui va paraître dans le New England dans les quelques semaines qui viennent, qui montre que chez les patients jeunes, ça pourrait être intéressant de thromboliser. Chez les patients vieux, vous allez prendre les pénaltys hémorragiques. Donc encore un gros point d'interrogation. Mais toujours est-il, chez ces patients-là, où la discussion de la thrombolyse se fait, un traitement parentéral reste la règle. Et puis pour tous les autres, on fait aujourd'hui comme traitement de référence un traitement parentéral. On préfère le Fondaparinux et les HBPM à la HNF parce que ça marche aussi bien, voire même mieux, que ça fait moins saigner que la HNF. Et de façon significative, il y a moins de morts sous Fondaparinux et HBPM que sous HNF. Pourquoi continuer à utiliser une molécule qui tue plus les malades? Donc on n'utilise plus cette molécule quand il n'y a pas de gravité. Et un relais antivitamine K précoce. Et donc la place des NACO, elle va être certainement pas dans l'EP à thromboliser, mais probablement dans les EP qui sont de gravité intermédiaire faible ou des EP non graves. Et donc, je vous donne ici le traitement de référence, un traitement parentéral d'au moins 5 jours avec un relais antivitamine K, au moins 5 jours de prescription et par une moléculaire. Et il y a eu deux options dans le développement des NACO dans cette indication. La première option, c'était on donne un traitement parentéral pendant 5 jours et au bout des 5 jours, au moment où vous deviez faire une injection d'HBPM, au lieu de faire l'injection, vous donnez un comprimé de NACO. Pourquoi on peut faire ça? Le temps pour observer les concentrations maximales avec les NACO, il est plus bref qu'avec les HBPM. Vous avez un effet anticoagulant plus rapide avec un comprimé de NACO qu'avec une sous-cutanée d'HBPM ou de Fondaparinux. Donc ça marche tout de suite. Donc 5 jours d'HBPM ou de Fondaparinux et un switch sans relais avec les NACO. Ça a été fait pour le dabigatran et l'édoxaban, pardon. Et puis la deuxième option, c'est de challenger à la fois les HBPM et à la fois les AVK. Et on a fait une dose intensive de NACO. On a augmenté la dose pendant les 7 à 21 premiers jours. Puis on a fait une dose d'entretien. Toutes ces études ont des conséquences sur le plan des urgences. Si vous utilisez une molécule qui avait choisi l'option 1, ben vous n'allez pas introduire d'AVK de façon précoce. Si vous prenez l'option 2, vous prescrivez d'emblée un NACO. Les études, je vous les mets là, hein, c'est une diapo un peu complexe. On reviendra sur les schémas posologiques, mais vous allez voir que les deux premières molécules qui ont décidé de faire une dose intensive pendant les premiers jours, c'est 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours sur Rivaroxaban, Xarelto, puis 20 mg une fois par jour. Sous Apixaban, c'est 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg 2 fois. Puis les deux molécules qui avaient choisi de challenger que les AVK, c'est HBPM ou Fondaparinux pendant 5 jours, puis 150 x 2 de dabigatran ou 60 x 1 de Oxaban. Vous voyez que ces schémas posologiques, ils n'auront rien d'intuitif et que la seule façon pour vous de pouvoir les prescrire, ou pour moi de les prescrire correctement, c'est de faire une photocopie de cette diapositive et de l'avoir sous la vitre du bureau ou affichée partout dans les urgences. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas commencer avec le dabigatran ou l'édoxaban d'emblée, et c'est inutile de faire un traitement HBPM avec ces molécules. Ça nous fait des petites cohortes. Frédéric aimait bien les petites cohortes de plusieurs milliers de patients. Dans la FA, c'est plus de 70 000. Dans la veine,
C'est un peu moins, mais on est déjà dans des cohortes significatives, pas loin de 30 000 patients. Et les résultats de la méta-analyse de ces études-là montrent, contrairement à l'ambiance dans laquelle on nous fait vivre, que ça marche au moins aussi bien, c'est non significatif, mais c'est des essais de non-infériorité, et qu'en termes d'hémorragie majeure ou d'hémorragie cliniquement pertinente, celle qui ennuie le patient ou qui ennuie les médecins, vous avez une réduction significative. Partout où on a plutôt l'impression que les NACO font saigner, non, dans les études, ces malades ne saignent pas. Et tout à l'heure, il y a eu une réflexion sur le problématique de l'observance et de l'absence de surveillance biologique. Ok, on va probablement avoir des problèmes de mauvaise observance, on s'y attend, mais avec les antivitamines K, peut-être que les patients sont super observants parce qu'on fait des dosages biologiques, mais le problème, c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans 2 tiers des cas, ils sont dans la bonne fourchette, et 1 tiers des cas, ils sont en dehors de la fourchette. Donc on peut dire qu'on a 1 tiers de mauvais observants, en tous les cas, au schéma thérapeutique optimal. Donc dans cette indication, avec un ACO, vous allez faire aussi bien qu'avec une HBPM ou du Fondaparinux, quand vous êtes aux urgences, en prescrivant ça d'emblée, et vous allez moins faire saigner vos malades. Alors, je vous ai pris l'exemple d'une molécule qu'on donne d'emblée, une posologie un peu augmentée, puis réduite au bout de 21 jours, c'est le rivaroxaban, 8000 patients, et vous avez sur la courbe de gauche l'effet sur les récidives d'événements thromboemboliques, et voyez que le comprimé tout seul par rapport à un injectable avec un relais antivitamine K fait au moins aussi bien, surtout pendant les premiers jours, les jours des urgences ou les premières heures. Ça marche aussi bien. Il n'y a pas d'excès de récidive sur cette partie-là. Et avoir monté la dose de NACO 15 mg x 2 pendant 21 jours, ça ne fait pas saigner vos malades. Donc vous avez quelque chose d'extrêmement pratique. Vous êtes aux urgences, le patient, vous faites son diagnostic, vous lui donnez un comprimé matin et soir, point. Et donc, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, la seule chose qu'on va rajouter, c'est la place des NACO là-dedans. Elle va se situer là. Soit je rajoute du dabigatran ou de l'édoxaban après un traitement parentéral, soit j'attaque d'emblée avec du rivaroxaban, de l'apixaban, en montant les doses initiales. Pour le moment, et probablement à l'avenir, je ne touche pas aux malades pour lesquels j'ai potentiellement une thrombolyse qui traîne dans l'air ou qui est formellement indiquée. Pour les phlébites, les thromboses veineuses profondes proximales ou les TVP distales, la situation est un peu plus claire. Vous allez pouvoir traiter tout le monde avec les NACO. Probablement non pour les veines caves inférieures. On va plutôt avoir intérêt à garder un parentéral. De toute façon, c'est des patients hospitalisés. On va plutôt éviter ça quand vous êtes un patient qui est pas loin de la phlébite bleue. Et là aussi, pourrait se décider un geste chirurgical ou une thrombolyse, plutôt garder un traitement parentéral. Et puis aujourd'hui, un patient qui arrive aux urgences avec une récidive sous traitement anticoagulant bien conduit, je vous conseille fortement de le mettre sous parentéral, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Dans la plupart des cas, vous allez trouver le cancer dessous. Une récidive sous traitement anticoagulant bien conduit égale cancer jusqu'à preuve du contraire. Mettez-le sous parentéral, faites le bilan du néo, et il y a de grandes chances malheureusement pour le patient que vous le trouviez. Donc finalement, on a vu qu'on peut traiter toutes les thromboses veineuses profondes, les embolies pulmonaires non graves, et quels patients on peut traiter avec ces NACO? On peut traiter les patients qui ne sont pas cancéreux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la référence, ce n'est pas HBPM et relais antivitamine K, c'est HBPM de façon chronique 3 mois, et qu'on n'a pratiquement aucune expérience des NACO chez les patients cancéreux avec thrombose. C'est des patients sans insuffisance rénale sévère. Il vous faut une clairance de la créatinine au-dessus de 30 ml/min. Même si le libellé ou le labeling ou les résumés des caractéristiques des produits dans le Vidal vous disent que vous pouvez descendre entre 15 et 30, on vous conseille tous, et c'est assez consensuel, de ne pas aller jouer chez les patients entre 15 et 30. On n'a aucune expérience de ces molécules chez ces malades-là. Il doit y en avoir 3 traités comme ça. Et puis si vous utilisez quelque chose pour estimer la clairance, c'est le Cockcroft et rien d'autre. Pas parce qu'on veut estimer la fonction rénale. Ce qu'on cherche ici, c'est estimer le risque hémorragique des patients. Vous avez besoin de l'âge, du poids, du sexe et du rein. Si vous prenez le MDRD, vous n'avez pas le poids. Et le poids est un facteur de risque hémorragique considérable, probablement le plus important. C'est pour ça qu'il nous faut utiliser le Cockcroft si vous voulez utiliser des NACO, utilisez le MDRD si vous voulez estimer la fonction rénale. Mais sortez de cette bataille néphrologue, non néphrologue et estimation de la clairance de la créatinine. Et enfin, il y a toujours cette petite bataille transaminase, pas transaminase avant de commencer.
vont être l'interrogatoire clinique. Soit vous avez des antécédents et des signes cliniques patents pour une hépatopathie, il ne faut pas utiliser ces molécules. S'il n'y en a pas, allez-y gentiment. Et puis enfin, pas d'interaction médicamenteuse significative. Vous avez des contre-indications absolues d'utilisation. Ça va être très simple, sans avoir à vous palucher la liste des interactions. Si votre patient a le sida, s'il a une infection à candida, s'il a une greffe et qu'il est sous tacrolimus cyclosporine, attention, grosse interaction potentielle avec ces molécules, plutôt contre-indication. Donc pas de NACO chez le sida, pas de NACO chez le greffé, pas de NACO chez l'infecté à champignons. Ça se résume à peu près à ça si vous voulez avoir la liste des interactions. Enfin, les considérations pratiques immédiates. Outre la vérification des critères d'éligibilité, il vous faut absolument la confirmation diagnostique de la pathologie. Ce n'est pas parce que le traitement est hyper simple que vous devez vous passer de l'écho-Doppler, de la scintille ou du scanner. Il vous faut absolument confirmer ce diagnostic. Si vous recevez le patient et que votre scanner n'est pas disponible d'emblée, mais que vous avez une forte suspicion clinique, donnez-lui le comprimé au patient. Il ne va pas saigner parce que vous lui avez donné un comprimé. Et en tous les cas, c'est dans les recommandations de traiter avant confirmation les patients à forte suspicion clinique. Il faut que votre patient il soit à peu près capable de comprendre ce que vous allez lui prescrire, et ou sa famille. Et puis, il vous faut l'absolue nécessité d'une éducation thérapeutique optimale, entre guillemets, optimale dans le contexte des urgences. Et vraiment, les laboratoires ont à peu près tous très bien travaillé avec plein d'experts pour sortir des brochures qui sont plutôt pas mal faites. Récupérez-les, gardez-en un stock aux urgences, et c'est un très 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 bon support de base pour faire de l'éducation thérapeutique des patients ou de leur famille. Et suivant la molécule qui sera choisie dans votre hôpital, je vous conseille fortement d'appeler le laboratoire et d'avoir un petit stock. Et puis il y a des considérations différées. Si vous voulez utiliser et prescrire des NACO aux urgences, il vous faudra suivre tout ce qui vient derrière. L'absolue nécessité d'avoir un réseau de soins parfaitement informé pour le patient. Parce que c'est un peu le patient boomerang. Si vous n'avez pas ça, vous lui prescrivez des NACO parce qu'il avait une thrombose et vous allez le voir revenir parce qu'il saignera. Si vous avez un réseau de soins derrière qui va pouvoir prendre en compte, revérifier derrière vous l'éligibilité, s'assurer qu'au 21e jour pour le rivaroxaban ou au 7e jour pour l'apixaban, la posologie va être réduite, on a des mésusages que vous n'imaginez pas. Une patiente qui avait compris que son rivaroxaban, c'était comme la pilule. 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, 20 mg une fois par jour pendant 7 jours, et je recommence. Elle a fait ça 3 mois avec un pharmacien qui lui a rechallengé à chaque fois ces 15 mg x 2. Donc vous n'avez pas idée de ce qui peut vous arriver quand vous allez prescrire ces trucs-là. Donc il faut vraiment que vous ayez un médecin référent ou un médecin spécialiste chez qui vous adressiez le malade derrière, et très rapidement, dans les 7 jours pour l'apixaban, pour s'assurer du changement posologique, dans les 21 jours pour les varoxaban. En plus, il ne faut pas faire d'ajustement posologique aux caractéristiques de patient pendant les 7 premiers jours pour apixaban ou les 21 premiers jours sous rivaroxaban, mais après, pour ces molécules-là, il va y avoir une réduction posologique si le patient a un risque d'accumulation. Si je vous prends l'apixaban, si le patient a au moins 2 des 3 critères, inférieur à 60 kg, plus de 80 ans ou, je vais y arriver, fonction rénale altérée, il faudra non pas prescrire 5 mg x 2, mais 2,5 mg x 2. Cet ajustement posologique, il est déféré dans le temps. Ce n'est pas votre problème aux urgences, mais ça va être le problème derrière. Il faut absolument qu'un médecin prenne en compte cet ajustement posologique, sinon le patient va revenir et il va saigner, parce qu'il aura saigné. Et puis, on remettra une couche sur l'éducation thérapeutique. Et puis, je vous rappelle que le gros problème du traitement des phlébites-embolies pulmonaires, c'est le bilan étiologique pour essayer de déterminer la durée optimale du traitement, pour éviter ce que racontait Frédéric, que vous ayez au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, un patient qui revienne sans savoir pourquoi, on continue à lui prescrire un anticoagulant pour sa phlébite. Si je passe maintenant à la fibrillation atriale, ça va aller beaucoup plus vite, vous allez voir. Les recommandations, pour faire simple, dès que vous avez plus de 65 ans, vous devez recevoir un anticoagulant quand vous êtes en fibrillation atriale. Et ces recommandations, pour faire simple, ont mis à la poubelle les antiplaquettaires dans cette indication. Ça marche moins bien et ça fait autant saigner, pour le résumer. Et donc, il y a eu 4 études versus antivitamine K, il y en a une 5e versus aspirine dans cette indication. Elles vous ont été redonnées par Frédéric. Je pense que c'est bien qu'on soit 2 à répéter le même message, mais on pourrait être 15, 20, 30.
Contrairement à l'ambiance dans laquelle on vit, quand on compare les NACO aux antivitamines K, arrêtons de nous faire croire que les antivitamines K c'est la panacée. Voilà les résultats. Les nouveaux traitements anticoagulants, anciens nouveaux, hein, pour faire plaisir à Ludovic, marchent mieux en termes d'AVC, font moins saigner, à la limite pour les hémorragies majeures, font moins saigner dans le crâne de façon significative, c'est celle qui vous embête, et il y a moins de morts. Ça fait très longtemps qu'on ne nous a pas sorti une classe de molécules où on a un bénéfice sur la mortalité totale. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, il n'y a pas plus dur et plus sûr comme critère d'évaluation. Il y a moins de morts. Alors c'est peut-être des patients sélectionnés, ce que vous voulez, mais on a beaucoup de mal à croire que ça ne va pas se transposer dans la vraie vie. Il y en a un des morts, il y a des hémorragies, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Le gros souci probablement pour les urgences, c'est qu'on va moins voir de sang dans le cerveau, mais on va en voir beaucoup plus arriver avec du sang dans l'estomac. On ne sait pas, on n'a pas encore tout compris pourquoi, mais il y a plus d'hémorragie digestive avec ces molécules. Pas toutes, mais 3 d'entre elles. Et probablement que les antécédents digestifs vont nous permettre de choisir quelle molécule prescrire. Mais il faut s'attendre à avoir des accidents digestifs. Et donc, si vous êtes aux urgences, la population chez qui vous allez pouvoir prescrire des NACO en de novo, c'est des patients qui viennent de passer en fibrillation atriale et qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont ce symptôme-là. Et s'ils n'ont que ça, si c'est isolé, il n'y a pas de myocardiopathie, pas de répercussion hémodynamique, la prise en charge ambulatoire est possible. Vous donnez un produit pour contrôler la fréquence et l'indication de l'anticoagulation a toute sa place. Et les NACO ont toute leur place dans cette là. Le patient sort sous NACO, sans surveillance biologique, une éducation thérapeutique minimale, vous lui donnez un comprimé soit le matin, ou, suivant la molécule, un comprimé matin et soir. C'est ultra simple. Le jour où vous serez passé à l'acte, vous aurez beaucoup de mal à represcrire un relais antivitamine K. Une consultation de cardiologie à J10 avec une exploration morphologique cardiaque pour s'assurer de la possibilité d'une cardioversion, ou en tous les cas des gestes d'ablation éventuels. Et puis le cardiologue peut décider, lui, s'il va faire sa cardioversion sous NACO ou pas. On a quelques expériences, des cardiologues font leur cardioversion électrique, chimique, sous NACO. Et puis après, le cardiologue décidera s'il poursuit ou pas les NACO après la cardioversion en fonction des scores de risque thromboembolique. Puis la deuxième situation, c'est le patient qui a une répercussion hémodynamique, une myocardiopathie sous-jacente. Celui-là, il tolère mal sa FA, de novo, il est hospitalisé. Et ne cherchez pas les cours, restez sur un traitement parentéral, en tous les cas pendant la prise en charge de la phase aiguë. Et donc les expériences de cardioversion dont on dispose, vous vous rappelez, on part de 75 000 patients. Et parmi ces 75 000 patients, vous allez en trouver à peu près 1000 qui ont eu une cardioversion. C'est mieux que rien, mais voilà les expériences qu'on a, plus la pratique de nos collègues. Mais en gros, quand vous faites des cardioversions sous NACO, ça ne se passe pas si mal que ça par rapport aux antivitamines K. Il n'y a pas d'excès thromboembolique, pas d'excès hémorragique. Dans l'étude RELAY, ce qui est intéressant, c'est que les patients ont eu leur cardioversion électrique 12 heures après la dernière dose de dabigatran. Donc ils étaient fullement anticoagulés avec ces NACO. Les schémas posologiques, c'est probablement la grosse complexité et le problème des NACO. Le mésusage vient de là. On a des erreurs de schémas posologiques. Je peux y rester 50 ans sur cette diapositive, ça ne sert à rien. Et simplement, il faut l'avoir quelque part. Nous, on jongle avec ça depuis des années, donc on les connaît par cœur, ces ajustements posologiques. Mais le problème, il faut les avoir. Puis vous pouvez vous dire, super, j'en apprends qu'une, c'est déjà suffisamment compliqué, et puis je laisse tomber les autres. Sauf que vous êtes aux urgences et vous allez recevoir les patients de vos petits coquins qui n'auront pas choisi la même molécule que vous. Et donc, il faut que vous connaissiez les posologies de toutes les molécules. Et donc, feuille sous le bureau. Et puis, la dernière thématique que je voulais aborder avec vous, c'est le patient est déjà sous NACO et comment on va faire en pratique. Il arrive à l'hôpital sous Dabixaban. Soit c'est la molécule que vous avez dans votre hôpital, pas de souci. Soit ce n'est pas la molécule que vous avez dans votre hôpital, mais le patient est venu avec sa caisse de médicaments. Et vous allez continuer à prescrire sa caisse de médicaments. Mais attention à mes usages, dans votre hôpital, peut-être que les gens ne savent pas que apixaban et Liquis, c'est un anticoagulant. Et puis ils ne connaissent pas la posologie, puisque ce n'est pas la molécule qu'ils utilisent. Donc attention, il faut des gros warnings expliquant partout, sur vos feuilles de prescription informatisées ou pas, que le patient est sous anticoagulant et que c'est un anticoagulant qui n'est pas celui de l'hôpital et que c'est son traitement personnel.
et puis un peu de formation. Soit la molécule est non disponible et le patient n'est pas venu avec sa caisse. Eh bien, vous ne voulez pas vous enquiquiner la vie, vous switchez vers un traitement parentéral. Le patient, il était traité pour une embolie pulmonaire, il arrive à l'hôpital, il a eu son dernier comprimé à 20 heures, il était en une fois par jour, à 20 heures le lendemain, vous attaquez avec une HBPM. Il était en traitement par 2 fois par jour, il a pris son dernier comprimé à 20 heures, vous allez faire vos premiers shoots d'HBPM à 8 heures le lendemain matin. C'est aussi simple que ça. Et puis vous le laissez sous HBPM le temps qu'il est à l'hôpital, et puis quand il repart chez lui, vous le remettez sous son ACO avec sa prescription, et à l'heure où il devrait avoir une injection d'HBPM, il attaque son ACO. Ou alors vous décidez de switcher vers l'anticoagulant que vous avez chez vous, c'est aussi simple que ça, hein. Au moment où vous auriez dû donner l'ancien, vous donnez le nouveau, c'est tout bête. Le seul problème, c'est que ça irrite passablement vos collègues qui, eux, ont l'habitude d'utiliser la molécule et qui ne vont pas comprendre pourquoi, parce qu'il est venu à l'hôpital, vous allez changer leur prescription. Là, il va falloir que vous jouiez avec l'ego de vos collègues. Si le patient est déjà sous AVK, pour ne pas irriter les gens de l'HAS, et puis parce qu'il n'y a pas de raison scientifique, si les derniers INR sont parfaitement stables, vous ne touchez pas les AVK, vous le laissez sous AVK, et vous ne faites pas un switch. Si par contre, et c'est votre travail de le faire, vous vous apercevez que sur les 6 derniers mois, il n'y a pas un INR qui est dans la bonne fourchette, c'est ce qu'on appelle un patient instable, et on sait que ces patients instables sous AVK, ils récidivent et ils saignent. Switchez-les. Avec un vrai argumentaire, j'ai fait mon historique. Et finalement, Sénaco, c'est un traitement efficace et sûr si vous respectez les indications et les contre-indications. C'est un traitement ultra simple et très commode, il n'y a pas de monitoring, mais les schémas posologiques sont complexes. Il y a des ajustements posologiques dans le temps pour chaque indication et pour des types de patients, insuffisants rénaux, petits poids. L'éducation thérapeutique des équipes avec qui vous allez travailler est essentielle. Et puis, cela reste des anticoagulants. Il faut apprendre aux patients qu'ils sont sous anticoagulants et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et puis, il faut absolument informer tous les intervenants qui participent au parcours de soins du patient. Voilà, je vous remercie.